Mon mari, l'homme que j'ai aimé et en qui j'ai eu confiance pendant 10 ans, m'a offert un bracelet en jade de $50 000 pour notre anniversaire. J'étais si heureuse que j'ai pleuré, croyant être la femme la plus chanceuse au monde. Mais cette nuit-là, alors que j'étais encore enivré de bonheur, un message provenant d'un numéro inconnu est arrivé. Ce n'était que quelques mots, mais j'ai eu l'impression qu'un seau d'eau glacée se déversait sur mon cœur. Débarrasse-toi de lui ou tu le regretteras. Je n'y ai pas cru. Je pensais que c'était juste une plaisanterie cruelle. Alors, je l'ai secrètement donné à ma belle-sœur, qui avait toujours admiré le bracelet. Et puis, juste un matin plus tard, un cri a donné le frisson à résonner dans la maison. Je suis resté pétrifié, témoin d'une scène horrible, un spectacle que je n'oublierai probablement jamais de toute ma vie. J'ai 35 ans cette année, un âge où je ne suis plus assez jeune pour être une rêveuse, mais pas encore assez vieille pour être endurcie face aux surprises de la vie. Je m'appelle Maya Anderson, une architecte assez connue avec mon propre cabinet de design, petit mais prospère. Mes amis disaient souvent que j'avais tout, une carrière, l'apparence et un mari parfait. Mon mari, Ethan, est vice-président des ventes pour une grande entreprise technologique. Il a 3 ans de plus que moi, il est grand, élégant et exceptionnellement attentionné. En 10 ans de vie commune, il n'a jamais une seule fois haussé le ton contre moi. Chaque fois que je rentrais tard du travail, le dîner était prêt. Chaque fois que j'étais stressé par le travail, c'était lui qui était à mes côtés, me massant les épaules et me préparant une tasse de thé chaud. Il était mon port d'attache, le soutien indéfectible sur lequel je comptais toujours. Ma vie semblait parfaite avec une seule petite ombre au tableau, ma relation avec ma belle-mère, Carole. C'était une femme vive, habituée à tout gérer, mais elle ne m'a jamais vraiment aimé. C'était peut-être parce que mes antécédents familiaux ne provenaient pas de la vieille bourgeoisie. Ou peut-être parce que j'étais trop indépendante avec ma propre carrière, contrairement à la belle-fille qu'elle avait imaginée. Elle ne l'a jamais dit ouvertement, mais dans chaque regard, chaque commentaire voilé, je sentais sa condescendance. Elle me comparait souvent à Jessica, la femme de son fils cadet. Jessica n'avait pas d'emploi stable, mais c'était une belle parleuse qui savait s'attirer les faveurs de sa belle-mère. Chaque fois que la famille se réunissait, Carole serrait Jessica contre elle, louant sa plus jeune belle-fille pour sa vivacité et sa prévenance, puis me regardait et soupirait, si seulement tout le monde dans cette maison était comme Jessica, je n'aurais pas à m'inquiéter autant. Je me contentais de sourire et de laisser passer. Je me disais que tant qu'Ethan m'aimait et me comprenait, rien d'autre n'avait d'importance. Et puis notre 10e anniversaire de mariage est arrivé. Ethan a dit qu'il avait préparé un cadeau spécial et a réservé une table dans l'un des restaurants les plus exclusifs de San Francisco. Ce soir-là, il est venu me chercher dans un beau costume, tenant un bouquet de roses équatoriennes éclatantes. Sous la lumière vacillante des bougies, au milieu d'une musique douce, il m'a regardé avec le même regard passionné que lorsque nous sommes tombés amoureux pour la première fois. « Maya, merci d'avoir été à mes côtés ces 10 dernières années, a-t-il dit, sa voix chaude et profonde. Je sais que tu as travaillé dur. J'espère que ce cadeau pourra compenser une partie de tout cela. » Sur ce, il a sorti un coffret en velours cramoisi et l'a ouvert lentement. À l'intérieur, niché sur une doublure en soie douce, se trouvait un bracelet en jadéite d'un vert émeraude le plus profond. Sa couleur était aussi claire et profonde qu'un lac d'automne sans le moindre défaut. La lumière des petits diamants finement sertis sur le fermoir en or blanc se reflétait de manière éblouissante, rendant le bracelet encore plus magnifique et précieux. J'ai presque retenu mon souffle. Sa beauté dépassait mon imagination la plus folle. Ethan a doucement pris le bracelet et l'a attaché à mon poignet. Le contact frais du jade contre ma peau m'a fait frissonner légèrement. « Est-ce qu'il te plaît ?» a demandé Ethan, les yeux pleins d'attente. « C'est trop beau, chérie » ai-je bégayé, incapable de trouver les mots pour exprimer mes sentiments. Mais il a dû coûter incroyablement cher. Il a souri le sourire fier d'un homme capable d'offrir le meilleur à la femme qu'il aime. « Rien n'est comparable à toi. C'est seulement 50 000. 50 000 pour un bracelet était un luxe inimaginable. Ethan, pourquoi as-tu fait ça? Je n'ai pas besoin d'un cadeau aussi cher, ai-je dit, un peu coupable. Il a pris ma main et l'a serrée doucement. C'est un anniversaire qui n'arrive qu'une fois par décennie. Tu le mérites. Tant que tu es heureuse, c'est tout ce qui compte. À ce moment-là, j'ai éclaté en sanglotes larmes de bonheur, d'être profondément ému. Tous les griefs, toute la condescendance de ma belle-mère semblaient s'évanouir. Je me sentais vraiment comme la femme la plus chanceuse au monde avec un mari qui m'aimait inconditionnellement.
Ce week-end-là, nous sommes allés dîner chez ses parents. J'ai intentionnellement porté le bracelet, non pas pour me vanter, mais simplement pour que ma belle-mère voie à quel point son fils m'aimait. Bien sûr, dès que je suis entré, le bracelet à mon poignet a attiré tous les regards. Jessica a été la première à s'exclamer « Mon Dieu, Maya, ce bracelet est magnifique. Est-ce qu'il vient de la collection d'un nouveau designer ?» Je me suis contenté de sourire. Ma belle-mère, Carole, a plissé les yeux sur le bracelet pendant un long moment, puis s'est tournée vers Ethan, la voix teintée de mécontentement. « Ça a l'air cher. Combien cela a-t-il coûté, mon fils ?» Ethan a répondu joyeusement « Oh, pas grand-chose, maman. Juste 50 000. Je l'ai acheté pour Maya pour notre 10e anniversaire. » 50 000 ? La voix de Carole a monté, et la fourchette dans sa main a claqué bruyamment contre son assiette. « Êtes-vous fous tous les deux ? 50 000 $, ce n'est pas de l'argent de poche qu'on peut jeter par les fenêtres. Cet argent aurait pu aider ton frère Marc pour un apport pour une maison ou aider Jessica à rénover sa boutique. » L'atmosphère dans la salle à manger est soudainement devenue pesante. Le sourire sur le visage d'Ethan a disparu. J'ai senti mon visage s'empourper d'embarras. Elle n'avait pas hésité à nous réprimander ainsi devant tout le monde. Ethan a rapidement essayé d'expliquer « Maman, c'était mon propre argent. De plus, c'est une célébration qui n'arrive qu'une fois tous les 10 ans. » « Ton propre argent » l'interrompit-elle. « Ton argent n'est-il pas l'argent de cette famille ? Tu ne penses qu'à ta femme. Est-ce que tu penses parfois à ta mère ou à ton frère ? » Je suis resté assise là, les yeux fixés sur mon assiette, sentant le bracelet à mon poignet devenir soudainement insupportablement lourd. Le reste du dîner s'est déroulé dans un silence étouffant. Sur le chemin du retour, je n'ai rien dit, et Ethan était silencieux lui aussi. Je savais qu'il était dans une position difficile, mais son silence me semblait maintenant être un petit couteau tournant doucement dans mon cœur déjà blessé. Cette nuit-là, je me suis retourné dans tous les sens, incapable de dormir. J'ai enlevé le bracelet et je l'ai posé sur ma coiffeuse. Sous la douce lueur de la lampe de chevet, il possédait toujours une beauté envoûtante. J'ai essayé de me consoler, elle vieillit simplement. C'est sa façon d'être. Ce qui compte, c'est que mon mari m'aime toujours. J'ai attrapé mon téléphone, prévoyant de naviguer un peu sur le web pour m'aider à dormir. Et c'est là que je l'ai vu, un message d'un numéro ne figurant pas dans mes contacts, envoyé quelques minutes plus tôt. Le contenu n'était qu'une seule phrase, mais chaque mot semblait taillé dans la glace, s'enfonçant directement dans mon esprit, « Débarrasse-toi de lui ou tu le regretteras. » Tout mon corps s'est figé. Une sueur froide a perlé dans mon cou. J'ai regardé le bracelet en jade posé paisiblement sur la table, puis je suis revenu aux mots sur l'écran de mon téléphone. Un sentiment de peur vague mais très réel a commencé à s'insinuer, serrant mon cœur. Mon histoire ne faisait que commencer avec ce cadeau fatidique et cet avertissement mortel. Que se cachait-il derrière ce bracelet en jade de 50 000 $? Pourquoi cet inconnu voulait-il que je le jette? Et quelle scène horrifiante m'attendait? Si vous êtes curieux de le savoir, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur le bouton j'aime et de partager cette vidéo pour me suivre jusqu'à la fin de ce conte alambiqué. Mon corps est devenu si rigide que je pouvais entendre le sang pulser dans mes oreilles. Débarrasse-toi de lui ou tu le regretteras. Les mots froids et sans âme sur l'écran de mon téléphone étaient comme un fantôme surgissant d'un endroit sombre, saisissant mon cœur heureux et l'écrasant sans pitié. Ma respiration est devenue saccadée, ma poitrine me faisait mal. Je me suis redressé brusquement dans mon lit, regardant vers le bracelet en jade immobile sur la coiffeuse. Sous la faible lumière jaune de la lampe, il exhalait toujours une beauté fascinante. Son vert profond semblait plus sombre, plus mystérieux, ce n'était plus la couleur de l'espoir et de l'amour, mais celle d'un abîme sans fond. Qui était-ce? Qui m'enverrait un message à cette heure-ci? Et pourquoi dirait-il des choses aussi terrifiantes? Un barrage de questions a envahi mon esprit, me faisant tourner la tête. Était-ce une farce cruelle? Peut-être que quelqu'un était jaloux de mon bonheur et voulait gâcher cette douce nuit d'anniversaire. J'ai essayé de me raccrocher à cette pensée pour me rassurer sur le fait que ce n'était qu'une coïncidence, mais au fond de moi, une graine d'inquiétude avait commencé à germer. L'intuition féminine, comme on dit, me disait que ce n'était pas simple. J'ai repris le bracelet en tremblant. Le jade était toujours frais, sa surface toujours lisse. Je l'ai approché de mes yeux, scrutant chaque détail à la lumière. C'était toujours le même vert enchanteur, toujours les mêmes beaux motifs naturels.
Rien ne semblait déplacé. Je l'ai porté à mon nez pour le sentir, mais il n'y avait que la faible odeur de bois de santal provenant de la boîte en velours. Rien d'étrange. J'ai laissé échapper un soupir de soulagement forcé. Quelqu'un doit se moquer de moi, me suis-je dit. Mais ma main tenant le bracelet ne s'arrêtait pas de trembler. C'est alors qu'Ethan est sorti de la salle de bain, les cheveux encore humides, une serviette enroulée autour de la taille. Voyant mon état de détresse, il s'est approché, inquiet. « Qu'est-ce qui ne va pas, Maya? Pourquoi ton visage est-il si pâle ?» Il a posé sa main sur mon front. « Tu n'as pas de fièvre. S'est-il passé quelque chose ?» J'ai levé les yeux vers lui, l'homme que j'aimais. Ses yeux étaient aussi doux et attentionnés que d'habitude. Sa présence était comme un sédatif, calmant quelque peu la peur en moi. J'ai décidé de lui dire. Il était mon mari, la seule personne en qui je pouvais avoir confiance et à qui je pouvais me confier en ce moment. Je lui ai montré le message sur mon téléphone. Regarde ça. Quelqu'un vient de m'envoyer ça. J'ai tellement peur. Ethan a pris le téléphone, plissant les yeux pour lire le texte. J'ai observé son expression intensément, cherchant un soupçon de surprise, de colère ou toute autre émotion. Mais sa réaction fut tout à fait inattendue. Il a juste froncé légèrement les sourcils, puis a laissé échapper un petit rire méprisant. N'importe quoi. C'est probablement juste un troll qui s'ennuie et qui est jaloux. N'y prête pas attention, chérie. Il m'a rendu le téléphone, sa voix étant étrangement désinvolte. Ils ont probablement vu que je t'avais offert un cadeau coûteux et un rageur a voulu gâcher notre soirée. Tout peut arriver de nos jours. Son calme m'a stupéfié. Je m'attendais à ce qu'il soit en colère, inquiet, qu'il rappelle immédiatement le numéro pour en avoir le cœur net. Mais il a traité cela comme une plaisanterie insignifiante. Mais si c'était vrai, ai-je bégayé. S'il y avait quelque chose qui n'allait pas avec ce bracelet. Ethan a ri à nouveau, cette fois avec une pointe d'impatience. Tu réfléchis trop. Je l'ai acheté chez un grand bijoutier de renom qui est en affaires depuis des années. J'ai tous les papiers d'authenticité et le reçu. Comment pourrait-il y avoir un problème? N'écoute pas des inconnus et ne commence pas à paniquer pour rien. Il a passé ses bras autour de moi, me tapotant doucement le dos. Allez, arrête d'y penser. C'est notre nuit d'anniversaire. Tu gâches l'ambiance. Il m'a attiré vers le lit, sa voix passant à un ton apaisant. Oublie ça. Laisse-les faire. Profitons simplement, d'accord? Je me suis laissé entraîner. Mais une graine de doute avait déjà été plantée dans mon cœur, et elle prenait racine. Pourquoi était-il si calme? Pourquoi n'était-il pas au moins un peu curieux de savoir qui avait envoyé le message? Pourquoi a-t-il si vite rejeté mes inquiétudes comme étant de la surréflexion? Un mari aimant, voyant sa femme terrifiée par une menace, réagirait-il avec un tel dédain? Cette nuit-là, j'étais allongé dans ses bras, mais mon esprit était à des kilomètres de là. Je ne ressentais plus la chaleur familière, seulement un vide froid qui grandissait entre nous. Ces mots, son calme tout cela repassait dans ma tête. J'ai essayé de fermer les yeux pour me forcer à dormir, mais l'image du bracelet en jade et ce message obsédant me tourmentaient. Je me suis soudain rappelé le visage de ma belle-mère quand Ethan avait mentionné le prix du bracelet. Sa colère semblait très réelle. Mais se pourrait-il que... Non. Impossible. Même si elle ne m'aimait pas, elle ne ferait pas quelque chose d'aussi malveillant. J'ai secoué la tête, essayant de chasser ces pensées folles. Ce devait être une coïncidence. Je devais être trop sensible. Mais peu importe mes efforts pour me rassurer, je ne pouvais pas me défaire de ce sentiment d'inquiétude grandissant. J'ai jeté un coup d'œil à l'homme allongé à côté de moi. Sa respiration était régulière, il semblait dormir profondément. Son visage, éclairé par la faible lueur de la lune, était toujours beau, le même visage que j'aimais depuis 10 ans. Mais d'une certaine manière, il me semblait étranger, comme si un masque invisible cachait son vrai moi, une personne que je n'avais jamais vraiment connue. J'ai doucement retiré son bras de moi et je suis sorti du lit sur la pointe des pieds, me dirigeant vers la coiffeuse. Le bracelet en jade était toujours là, silencieux et mystérieux. Je n'ai pas osé le toucher à nouveau. J'ai pris le coffret en velours, j'y ai soigneusement placé le bracelet et je l'ai enfermé au fond d'un tiroir. Je ne savais pas pourquoi je faisais cela. Peut-être était-ce juste un acte inconscient pour me protéger d'un danger invisible. Je me tenais silencieuse dans l'obscurité,
regardant par la fenêtre. Les lumières de la ville scintillaient, mais une tempête se préparait en moi. Le bonheur immense de la soirée avait été remplacé par le doute et la peur. Je savais qu'à partir de cette nuit, ma vie ne serait plus aussi paisible qu'avant. J'avais, sans le savoir, mis le pied sur un échiquier, un jeu où ma confiance et même ma vie étaient en jeu. Devais-je faire confiance à mon intuition? Ou étais-je simplement paranoïaque? Et si l'avertissement était réel, alors qui était la personne tapie dans l'ombre voulant me nuire? Un mariage peut parfois ressembler à un lac calme, mais sous la surface se cachent des courants invisibles que l'on ne peut jamais anticiper. La confiance, une chose aussi fragile qu'un fil de soie, une fois fissurée, ne peut jamais être totalement restaurée, peu importe les efforts déployés pour la réparer. Les jours qui suivirent cet anniversaire fatidique passèrent dans une atmosphère suffocante. Le coffret en velours contenant le bracelet en jade de mauvais augure restait enfermé dans le tiroir comme une bombe à retardement, et je ne savais pas quand elle exploserait. Chaque fois que je passais devant cette commode, je sentais un frisson me parcourir l'échine. Le message mystérieux et la réaction étrange d'Ethan avaient planté une graine de suspicion dans mon cœur. Cette graine était arrosée quotidiennement par les événements inhabituels se produisant dans ma propre maison, se transformant peu à peu en un arbre épineux qui assombrissait tout mon esprit. J'ai décidé de ne plus porter le bracelet. Quand Ethan m'a posé la question, j'ai simplement prétexté qu'il avait trop de valeur. J'ai peur de le perdre ou de le rayer, alors je ne le porterai que pour des occasions très spéciales. Ethan n'a rien dit de plus, se contentant d'un léger sourire dont je ne pouvais déchiffrer le sens. Il continuait d'agir comme le mari parfait rentrant à l'heure, disant des mots affectueux, mais j'ai remarqué qu'une distance invisible s'était installée entre nous. La façon dont il me regardait n'avait plus la même intensité passionnée. Au lieu de cela, il y avait un examen subtil, une observation cachée qu'il essayait de dissimuler. Ses appels téléphoniques devinrent plus fréquents, et chaque fois qu'il répondait, il se retirait dans un coin tranquille, parlant à voix basse. Quand je lui demandais, il répondait vaguement que c'était pour le travail. Mais ce qui me faisait me sentir le plus mal à l'aise étaient ma belle-mère et ma belle-sœur, Jessica. Elle semblait avoir un intérêt particulier pour mon bracelet en jade. Presque chaque fois que nous nous voyions, elle trouvait un moyen de l'évoquer. Un jour, ma belle-mère a fait une remarque désinvolte pendant le dîner. Jessica a l'air si pâle ces derniers temps, probablement à cause de l'inquiétude pour sa boutique. Ce serait bien qu'elle ait quelque chose à porter pour un peu de vitalité pour la chance. Puis elle m'a lancé un regard significatif. J'ai fait semblant de ne pas comprendre et j'ai gardé la tête basse. Un autre jour, Jessica est venue me rendre visite. Elle n'est pas restée au salon, mais est montée directement dans ma chambre, disant qu'elle voulait voir ma nouvelle collection de sacs à main. Mais je savais que sa véritable cible n'était pas mes sacs à main. Elle a balayé la pièce du regard, ses yeux se posant finalement sur la coiffeuse. « Et, Maya, pourquoi ne portes-tu pas le bracelet en jade qu'Ethan t'a offert? Il est trop beau pour rester enfermé. » Son ton était un mélange d'innocence et de curiosité. Je l'ai rangé pour le mettre en sécurité. J'ai peur de l'abîmer, ai-je répondu sèchement, en essayant de changer de sujet. Regarde ces sacs. Si l'un d'eux te plaît, n'hésite pas à l'emprunter. Mais Jessica ne se laissait pas facilement décourager. Oh non, tes sacs sont tous de grandes marques. Je n'oserais pas. Je suis juste obsédé par ton bracelet. Honnêtement, depuis que je l'ai vu, je n'arrête pas d'en rêver. J'aimerais en avoir un exactement comme lui. Elle a soupiré mélancoliquement, les yeux brillants d'un désir non dissimulé. Leur intérêt excessif a fait grandir ma suspicion. Pourquoi était-elle si obsédée par ce bracelet? Si c'était simplement parce qu'il était beau et cher, elle n'aurait pas besoin de le mentionner de manière aussi flagrante et répétée. Il semblait y avoir un autre but que je ne pouvais pas encore imaginer. Puis, un soir de week-end, alors que la famille regardait la télévision, ma belle-mère a soudain pris la parole, d'une voix assez sérieuse. « Maya, viens ici. J'ai besoin de te parler. » J'ai posé la télécommande et je me suis approché. Elle a tapoté l'espace vide à côté d'elle. « Assieds-toi. » Je me suis assise, le cœur battant légèrement. Elle m'a regardé longuement avant de parler lentement. « Tu n'as pas eu l'air bien ces derniers jours. Est-ce que le travail te stresse? » « Non. Tout va bien, maman, ai-je répondu. « Bien. Mais tu as l'air d'avoir vu un fantôme, a-t-elle froncé les sourcils. Est-ce que quelque chose te préoccupe? Tu peux me le dire. Une belle-mère est comme une mère.
Sa voix était devenue soudainement douce, d'une sollicitude inhabituelle. Ce changement m'a mise en état d'alerte maximale. Je savais que ce n'était que le prélude à autre chose. J'ai secoué la tête. Je n'ai rien en tête, maman. Elle soupira. Eh bien, même si tu ne le dis pas, je le sais. Tu es probablement encore fâché contre moi pour ce que j'ai dit l'autre jour, n'est-ce pas? À propos du bracelet. Elle a pris ma main. Je suis désolé. J'étais juste impatiente. Je m'inquiétais seulement pour votre avenir. S'il te plaît, ne m'en veux pas. Elle s'excusait auprès de moi. Cela n'était jamais arrivé au cours des 10 années où j'avais été sa belle-fille. Ma surprise fut rapidement remplacée par la prudence. Je savais qu'il y avait un piège. Voyant mon silence, elle continua, tu es la belle-fille aînée, la femme qu'Ethan aime le plus. Je sais qu'il t'a offert ce bracelet de tout son cœur. Quand tu ne le portes pas, il ne dit peut-être rien, mais il est triste à l'intérieur. En tant qu'épouse, tu devrais être plus prévenante envers ton mari. Elle utilisait Ethan pour faire pression sur moi. Je suis restée silencieuse. Elle sembla perdre patience. Ou peut-être que tu ne l'aimes tout simplement pas. Si tu ne l'aimes pas, dis-le. Si tu n'apprécies pas une chose aussi précieuse, quelqu'un d'autre le fera. Elle a jeté un coup d'œil vers Jessica, qui était assise sur le canapé d'en face, faisant semblant de regarder son téléphone mais les oreilles grandes ouvertes. Jessica est absolument amoureuse de ce bracelet. Que dirais-tu de le lui prêter quelques jours pour lui porter chance? Sa boutique ne marche pas très bien ces derniers temps. Achat. C'était donc là son véritable objectif. Elle voulait que je renonce au bracelet. Mais pourquoi? Pourquoi fallait-il que ce soit Jessica qui le porte? Une pensée folle mais logique m'a traversé l'esprit. L'avertissement dans le message, la réaction étrange d'Ethan, l'intérêt obsessionnel de ma belle-mère et de ma belle-sœur, tout cela semblait lié. Se pourrait-il qu'il y ait vraiment quelque chose qui n'allait pas avec le bracelet et qu'il veuille utiliser Jessica comme sujet de test? Non. Impossible. Cette pensée était trop cruelle, trop diabolique. Peu importe à quel point Carole était pragmatique, Jessica était sa belle-fille, Ethan était son beau-frère. Il ne pouvait pas être assez sans cœur pour lui nuire. J'ai essayé de chasser cette pensée, mais elle s'accrochait à moi comme une sangsue. J'ai regardé ma belle-mère, essayant de garder ma voix calme. Maman, ce bracelet était un cadeau d'anniversaire d'Ethan. Je ne peux le prêter à personne. Je suis désolé. Le visage de Carole s'est instantanément assombri. La façade de douceur a disparu, remplacée par sa froideur habituelle. Très bien, tu es tellement égoïste. Je te testais simplement, et tu as montré ton vrai visage. J'ai fini de te parler. Elle s'est levée brusquement et s'est précipitée dans sa chambre. Jessica m'a lancé un regard noir avant de suivre sa belle-mère. Seul Ethan et moi restions dans le salon. Il a soupiré et s'est tourné vers moi, les yeux pleins de reproches. Tu as encore fâché maman. C'était juste pour quelques jours. Ce n'est pas comme si tu allais le perdre. Pourquoi as-tu dû être si difficile? Je n'en pouvais plus. As-tu la moindre idée de ce que je ressens? C'est un cadeau que tu m'as offert, mais ta mère et ta sœur lorgnent constamment dessus. Tu ne trouves pas ça étrange? Étrange à propos de quoi? A rétorqué Ethan. C'est normal que les femmes aiment et veuillent de belles choses. Tu es juste en train de trop réfléchir et de tout compliquer. Trop réfléchir? J'ai ri amèrement. Alors, ce message, c'était aussi moi qui réfléchissais trop. Pourquoi ne veux-tu pas voir la réalité en face? Pourquoi as-tu si peur de découvrir la vérité? Je n'ai pas peur, a hurlé Ethan. Puis, réalisant qu'il était allé trop loin, il a baissé la voix. Je ne veux juste pas qu'une petite chose stupide gâche la paix dans notre famille. Peux-tu s'il te plaît arrêter ça, Maya? Sois simplement comme tu étais avant. Être comme j'étais avant. Une Maya soumise et docile qui ne répondait jamais. Mais la Maya d'aujourd'hui ne pouvait plus faire cela. La dispute s'est terminée sans résolution. Cette nuit-là, nous avons encore dormi dos à dos. La tempête dans ma famille avait officiellement éclaté. Je me sentais isolé, acculé. Je me battais seul contre toute sa famille, une famille unie pour cacher un terrible secret. Je savais que je ne pouvais pas rester passive.
Je devais faire quelque chose pour sortir de cette impasse et trouver la vérité. C'est alors qu'un plan audacieux, un geste risqué, commença à se former dans mon esprit. Ce plan pourrait me coûter cher, mais c'était le seul moyen de découvrir qui était vraiment un ami et qui était l'ennemi caché derrière le masque de la famille. Si vous vous êtes déjà senti seul et perdu dans votre propre maison, si vous avez déjà dû endurer l'injustice juste pour maintenir la paix, s'il vous plaît, donnez un j'aime à ce texte en signe de solidarité. Car parfois, même un petit geste peut donner de la force à ceux qui en ont le plus besoin. Après cette dispute explosive avec Ethan, je suis resté éveillé toute la nuit. Mes yeux étaient grands ouverts, fixant le plafond, mon esprit étant un fouillis de questions sans réponse. Le silence d'Ethan, la pression de ma belle-mère, le désir de ma belle-sœur, tout tournait autour du mystérieux bracelet en jade. J'avais l'impression d'être une araignée piégée dans une toile dont j'ignorais l'existence. Plus je me débattais, plus les fils se resserraient. Je ne pouvais pas vivre dans cette peur et cette suspicion un jour de plus. Je devais agir. Le lendemain matin, je me suis regardé dans le miroir. Mon visage était hagard, mes yeux cernés par le manque de sommeil. Mais au fond de ses yeux, j'ai vu une détermination que je n'avais jamais eue auparavant. Je ne serais plus la faible Maya qui endure simplement les choses pour s'en sortir. Il voulait jouer aux échecs? J'allais jouer le jeu, et je ne me laisserais pas être le pion sacrifié. Mon plan était simple mais incroyablement risqué. Ils voulaient le bracelet? Je le leur donnerais, mais pas de la manière dont ils l'entendaient. J'allais transformer leur propre cupidité en une arme contre eux. J'allais utiliser Jessica, le pion que ma belle-mère avait choisi comme un test potentiellement sanglant dont le résultat exposerait toute la vérité. Je savais que c'était cruel envers Jessica. Si le bracelet était vraiment dangereux, c'est elle qui en subirait les conséquences. Mais d'un autre côté, sa propre cupidité et son envie étaient en partie ce qui m'avait poussé dans ce retranchement. Elle n'était pas tout à fait innocente, et dans cette guerre, je ne pouvais me permettre d'être miséricordieuse envers personne, même envers ceux qui se disaient de ma famille. L'occasion se présenta plus tôt que prévu. Ce dimanche-là, c'était le 60e anniversaire de ma belle-mère. Une grande fête fut organisée chez elle avec des parents proches et quelques-uns de ses amis. C'était la scène parfaite pour ma performance. Je m'étais préparé méticuleusement. J'ai choisi une élégante robe en soie de couleur crème, je me suis légèrement maquillé, bien sûr, j'ai sorti le bracelet en jade du tiroir. Quand je l'ai mis, la sensation de fraîcheur familière est revenue. Mais cette fois, elle n'apportait pas le bonheur, mais un sentiment d'effroi. Je me suis regardé dans le miroir. Le bracelet à mon poignet était d'une beauté mortelle. J'ai pris une profonde inspiration et je me suis dit, Maya, tu dois jouer ce rôle à la perfection. Quand Ethan et moi sommes arrivés, la fête battait déjà son plein. Ma belle-mère était assise à la place d'honneur, le visage rayonnant alors qu'elle recevait les vœux d'anniversaire. Jessica, dans une robe rouge frappante, s'agitait autour d'elle, roucoulant sans cesse, maman. Oh, maman, sur les tons les plus doux. Au moment où elle m'a vu, les yeux de Jessica se sont fixés sur le bracelet à mon poignet. Un éclair d'envie et de désir non dissimulé a traversé son visage. Ma belle-mère a également jeté un coup d'œil au bracelet, n'a rien dit, s'est contentée de pincer les lèvres et s'est détournée. J'ai souri intérieurement. Tout se déroulait selon le plan. Tout au long de la fête, j'ai délibérément levé la main souvent pour prendre de la nourriture, pour lever mon verre laissant le bracelet en jade scintiller sous les lumières, attirant l'attention de tout le monde. J'ai vu que Jessica ne pouvait pas en détacher ses yeux. Elle fixait, déglutissant difficilement. Quand vint le moment des cadeaux, les enfants et petits-enfants offrirent tour à tour leurs vœux et leurs présents à Carole. Quand ce fut notre tour, Ethan lui a offert un fauteuil de massage coûteux. Carole rayonnait, louant à plusieurs reprises quel bon fils il était. Puis je me suis avancé. Je n'avais apporté aucun autre cadeau. J'ai regardé ma belle-mère, puis je me suis tourné vers Jessica. Ma voix était claire et sincère. Maman, tout le monde, aujourd'hui est un jour de joie pour maman, et j'ai aussi un petit cadeau que j'aimerais offrir à notre famille. En parlant, j'ai lentement détaché le bracelet en jade de mon poignet. La pièce est devenue silencieuse. Tous les regards étaient fixés sur moi. Ce bracelet était un cadeau d'Ethan pour notre anniversaire. Je le chéris beaucoup, mais je crois que la joie n'est complète que lorsqu'elle est partagée. Je me suis tourné vers Jessica, qui restait bouche bée de surprise. Jessica, je sais que tu aimes ce bracelet.
Je sais aussi que ton entreprise a dû faire face à quelques défis ces derniers temps. On dit que le jade peut porter chance. Aujourd'hui, en ce jour heureux pour maman, je veux te le donner. Considère cela comme un cadeau de ta belle-sœur, en espérant que tu seras toujours chanceuse et que ton entreprise prospérera. Je me suis approché, j'ai pris la main de Jessica et j'ai attaché le bracelet à son poignet devant la foule stupéfaite. J'espère qu'il t'apportera beaucoup de prospérité, et j'espère aussi que notre lien de sœur sera toujours aussi fort et beau que ce jade. Mes mots étaient si beaux, si émouvants. Même moi, j'étais impressionné par mes propres talents d'actrice. Jessica fut stupéfaite un instant, puis laissa échapper un cri de joie. Mon Dieu, Maya, tu es sérieuse? Tu me le donnes vraiment? Elle m'a serré dans ses bras, la voix remplie d'un délice non dissimulé. Merci. Merci infiniment. Tu es la meilleure belle-sœur du monde. Je lui ai tapoté le dos, ne ressentant qu'un vide froid à l'intérieur. Les gens dans la salle commencèrent à chuchoter. Certains me louaient pour ma générosité et ma prévenance. D'autres disaient que j'étais folle de donner un tel trésor. Mais je m'en moquais. J'ai jeté un coup d'œil aux deux personnes les plus importantes. Ma belle-mère, Carole, a également feint la surprise, mais j'ai vu un éclair de satisfaction et de triomphe dans ses yeux. Elle pensait probablement avoir gagné, m'avoir forcé à abandonner cet objet de valeur. Mais la personne qui a le plus attiré mon attention était Ethan. Il restait figé dans un coin de la pièce, le visage sans émotion. Il n'était pas heureux, et il ne s'y opposait pas non plus. Il se tenait juste là, me regardant avec une expression très étrange, une expression que je ne pouvais pas lire. Il y avait de la surprise, de la confusion et, apparemment, un soupçon de quelque chose comme de la peur. Pourquoi avait-il peur? Ne devrait-il pas être heureux que j'ai fait plaisir à sa mère et que j'ai aidé à maintenir l'harmonie familiale? Sa réaction était complètement différente de ce que j'avais prévu, et cela me rendait encore plus certaine qu'il y avait un terrible secret derrière ce bracelet. La fête se termina. Jessica montra joyeusement le bracelet à tout le monde, le chérissant comme un trésor. Ma belle-mère était également visiblement contente, ne cessant de me louer pour ma prévenance. Seul Ethan conservait son expression froide. Sur le chemin du retour, il ne m'a pas adressé la parole. Son silence était plus effrayant que n'importe quel éclat de colère. Une fois rentré, alors que nous n'étions plus que tous les deux, il s'est enfin tourné vers moi, la voix basse et froide. « Pourquoi as-tu fait ça? » « Fais quoi? » ai-je feint l'innocence. « Je voulais juste rendre maman heureuse. Pour maintenir la paix dans notre famille. » « La paix? » Il a ricané, un sourire sarcastique sur le visage. « Tu penses que cela apporte la paix, Maya? As-tu la moindre idée de ce que tu as fait? » Je l'ai regardé droit dans les yeux. « Alors pourquoi ne me le dis-tu pas? Que ai-je fait de mal? N'est-ce pas ce que ta mère et toi avez toujours voulu? » Il était sans voix. Il ne pouvait pas le dire car le dire reviendrait à admettre qu'il savait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas avec le bracelet. Il ne pouvait que me fustiger du regard, les yeux remplis de colère et d'impuissance. Finalement, il a claqué la porte de la chambre, me laissant seul dans le salon. Je me suis effondré sur le canapé, le corps épuisé. Mon coup avait été joué. Le pion avait été poussé sur le champ de bataille. J'avais, à moi seul, poussé ma belle-sœur dans une situation dangereuse avec des conséquences que je ne pouvais prévoir. Un sentiment de culpabilité s'est insinué dans mon cœur, mais je me suis dit que c'était le seul moyen de trouver la vérité. Parfois, des sacrifices doivent être faits. Je ne savais pas ce que les prochains jours apporteraient. Je ne savais pas ce qui arriverait à Jessica, mais je savais qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible dans ce jeu. Le rideau du secret se levait lentement, et je devais me préparer à affronter la vérité horrifiante, quelle qu'elle soit, qui était sur le point d'être révélée. Tout venait de commencer, et les signes avant-coureurs d'une terrible tempête s'insinuaient déjà dans chaque recoin de ce foyer qui n'était plus paisible. Depuis la fête d'anniversaire, Jessica traitait le bracelet en jade comme s'il s'agissait de sa bouée de sauvetage. Elle le portait partout, faisait tout avec, dormant même avec lui. Ses réseaux sociaux étaient inondés de selfies arborant le bracelet, accompagnés d'innombrables légendes vantardes, merci à ma très chère belle-sœur, un rêve de longue date devenu réalité. Je porte ce jade et je sens la chance arriver. Elle croyait vraiment que le bracelet était un porte-bonheur, un symbole de son changement de fortune. Ma belle-mère était également immensément satisfaite.
Elle allait partout dire à tout le monde à quel point j'étais devenue prévenante en offrant cet objet précieux à ma belle-sœur. Elle peignait le tableau d'une famille harmonieuse, de belles-sœurs aimantes, un tableau si parfait qu'il en était faux. Mais je savais que derrière leur joie, une sombre vérité prenait tranquillement racine. J'ai vécu ces jours-là dans un état d'effroi anxieux. Mon coup avait été joué, mais je ne pouvais pas avoir l'esprit tranquille. Chaque jour qui passait, je retenais mon souffle, j'attendais. J'espérais à la fois qu'il se passe quelque chose pour exposer la vérité et je craignais le prix de cette vérité. Chaque fois que je voyais Jessica, que je voyais son sourire radieux, une vague de culpabilité m'envahissait. Étais-je un monstre de sang-froid pour utiliser ma propre parente comme sujet de test? Mais ensuite, je me souvenais des yeux froids d'Ethan cette nuit-là, de son silence terrifiant, et ma détermination surgissait à nouveau. Je devais connaître la vérité, je ne pouvais plus vivre dans cette tromperie. Environ 3 jours après avoir reçu le bracelet, le premier présage apparut. Ce soir-là, alors que la famille dînait, Jessica commença soudainement à se gratter le poignet avec inconfort. Pourquoi ma peau me démange-t-elle autant ces derniers temps? Surtout juste ici, là où je porte le bracelet, dit-elle en désignant une légère marque rouge sur son poignet. Ma belle-mère y jeta un coup d'œil et n'y prêta pas attention. C'est probablement juste des allergies saisonnières. Le temps change, même une vieille femme comme moi le ressent. Passe juste un peu de pommade après le dîner et ça ira. Jessica acquiesça. Je suppose. Elle n'y réfléchit pas davantage et continua à manger joyeusement, admirant occasionnellement le bracelet, mais je ne pouvais pas l'ignorer. Mon cœur se serra. Des démangeaisons, une marque rouge. Les premiers signes étaient apparus, tout comme je l'avais craint. J'ai jeté un coup d'œil à Ethan. Il mangeait calmement, son visage ne montrant aucun changement d'expression, comme s'il n'avait pas du tout entendu la plainte de Jessica. Son calme terrifiant ne fit que renforcer ma conviction qu'il savait. Il savait tout. Dans les jours qui suivirent, l'état de Jessica ne s'améliora pas, il s'aggrava. La marque rouge sur son poignet devint plus prononcée, s'étendit davantage, et de petites bosses commencèrent à apparaître. Elle se grattait constamment, parfois jusqu'au sang. C'est tellement inconfortable, maman, se plaignit-elle. J'ai essayé toutes sortes de crèmes, mais rien n'y fait. Penses-tu que je sois allergique au métal? Le fermoir est en or blanc. Peut-être que ma peau y réagit. N'importe quoi, lança Carole. Qui est allergique à l'or blanc? Tu as probablement mangé quelque chose de bizarre. Une chose aussi précieuse ne peut te faire que du bien, pas du mal. Elle restait convaincue que le bracelet était irréprochable, ou peut-être se trompait-elle délibérément. J'étais assise là, observant en silence. Chaque plainte de Jessica, chaque bosse rouge sur sa peau, était un coup de marteau sur ma conscience. Mais en même temps, c'était une preuve, un pas de plus vers la vérité. J'ai essayé d'y faire allusion. Lors d'un repas, j'ai fait semblant de raconter l'histoire d'une amie qui avait acheté un faux bijou et avait eu une grave réaction allergique, finissant à l'hôpital. J'ai insisté sur le fait qu'il y avait beaucoup de contrefaçons maintenant, et que même les certificats d'authenticité pouvaient être falsifiés. J'espérais que mon histoire rendrait Jessica ou ma belle-mère un peu méfiante afin qu'elle retire le bracelet pour le faire vérifier. Mais non, Jessica se moqua simplement. Ton ami l'a probablement acheté sur un marché de rue. Mon bracelet a été acheté par Ethan chez un grand bijoutier. Il a coûté 50 000 $, ce n'est pas une imitation bon marché. Il ne peut pas être faux. Sa foi aveuglant sa valeur matérielle avait obscurci tout son jugement. Ma belle-mère renchérit même, exactement. Maya s'inquiète toujours pour rien. Elle ne fait pas confiance à sa propre famille mais croit les inconnus. Je ne pus que soupirer intérieurement. L'avidité et l'ignorance sont vraiment une combinaison mortelle. Je leur avais donné une chance, mais elles l'avaient refusée d'elles-mêmes. Le point culminant survint un après-midi de week-end. Jessica revenait de la fête d'anniversaire d'une amie. Elle avait beaucoup bu, son visage était rouge. Dès qu'elle rentra, elle se précipita aux toilettes et vomit violemment. Ensuite, elle s'effondra sur le canapé, tremblante, se plaignant de fatigue et d'essoufflement. « Jessica, qu'est-ce qui ne va pas ?» Carole accourut, paniquée. « J'ai probablement juste trop bu, maman, » chuchota Jessica. « Ça ira mieux après un peu de repos. » Mais son état ne s'améliora pas. Sa peau commença à devenir pâle, ses lèvres violettes, et sa respiration devint de plus en plus rapide. Ethan venait de rentrer du travail. Voyant la scène,
il paniqua lui aussi. « Appelez une ambulance maintenant », cria-t-il. Alors que la famille était en plein chaos, j'étais la seule à rester calme. Je m'approchai doucement de Jessica. Je ne regardais pas son visage douloureux, je regardais son poignet. La peau autour du bracelet de jade était enflée d'un rouge colérique, et les bosses s'étaient propagées le long de son bras. Sous la lumière, le bracelet de jade était toujours d'une beauté froide, sa couleur verte paraissant encore plus sinistre. L'ambulance arriva et emmena Jessica dans un état critique. Ma belle-mère gémissait sans cesse, appelant le nom de sa fille. Le visage d'Ethan était cendré alors qu'il s'empressait de régler les formalités administratives. Aucun d'entre eux ne me prêta attention. Je me tins dans un coin, regardant l'ambulance s'éloigner à toute allure, sa sirène hurlant. Mon cœur était un tourment d'émotions complexes. Étais-je coupable? Oui, je connaissais le danger mais j'étais restée silencieuse. J'avais utilisé Jessica comme substitut. Mais avais-je un autre choix? Si je ne l'avais pas fait, la personne dans cette ambulance aurait très bien pu être moi, et la vérité aurait été enterrée à jamais. Je ne savais pas ce qui attendait Jessica à l'hôpital. Je ne savais pas si elle survivrait, mais je savais que le rideau sur le drame de cette famille était sur le point de tomber. Les présages étaient passés et la véritable tempête ne faisait que commencer. Une vie ne tenait qu'à un fil, et tout avait commencé avec ce bracelet de jade maudit. La vérité serait-elle révélée, ou continuerait-il à cacher leurs crimes par d'autres mensonges? Parfois, les plus petits signes sont les avertissements d'une tempête à venir. Dans la vie, nous ignorons souvent les signes inhabituels simplement parce qu'ils sont gênants ou désagréables, et au moment où la tragédie frappe, il est trop tard. La sagesse et le courage de faire face à la vérité, aussi dure soit-elle, sont la clé pour se protéger. Le cri glaçant de ma belle-mère déchira la nuit tranquille de l'hôpital. « Jessica, mon enfant, comment cela a-t-il pu t'arriver » Elle s'effondra dans le couloir, se frappant la poitrine, pleurant de manière incontrôlable. Je regardais de loin, mon cœur aussi immobile qu'un lac gelé. Ses larmes, sa souffrance maintenant, c'était tout le prix qu'elle devait payer pour sa propre avidité et son aveuglement. Mais ce n'était pas le spectacle le plus horrible. La scène vraiment terrifiante se déroulait derrière les portes de la salle d'urgence où Jessica luttait pour sa vie. Et puis un autre cri, plus terrible encore, un cri non pas de douleur mais de terreur absolue jaillit de cette même pièce. C'était le cri d'Ethan. Le lendemain matin, notre famille reçut des nouvelles de l'hôpital. L'état de Jessica s'était stabilisé mais restait critique. Nous nous précipitâmes tous à l'hôpital. À notre arrivée, une scène chaotique se jouait devant l'unité de soins intensifs. Plusieurs infirmières et médecins essayaient de maîtriser Ethan. Il était comme un animal sauvage blessé, rugissant follement, essayant de forcer le passage dans la chambre. « Laissez-moi passer. Je dois la voir. Ce n'est pas possible. Ça ne peut pas être ça. » Il se débattait, les yeux injectés de sang, le visage contracté par la peur. Ma belle-mère s'était évanouie à un moment donné et était soutenue par des proches sur un banc. Personne ne comprenait ce qui se passait. Un médecin plus âgé, probablement le chef de service, sortit, l'expression grave. Il regarda Ethan, puis nous. « La famille doit rester calme », ordonna-t-il. « La patiente a besoin de tranquillité. » Il désigna le frère cadet d'Ethan, Marc, qui se tenait également là, l'air hébété. « Êtes-vous le mari de la patiente ?»« Non, je suis son beau-frère. »« C'est mon frère, » dit Marc en désignant Ethan. Le médecin fronça les sourcils, un air de confusion sur le visage. C'est étrange. Au milieu de la nuit, quand la patiente a brièvement repris connaissance après une convulsion, elle n'a cessé de l'appeler. Il désigna Ethan. Elle a aussi dit. Elle a dit que le bébé qu'elle porte est le sien. Une bombe. Une véritable bombe venait de détonner au milieu du couloir de l'hôpital. Tout le monde se figea. Le frère cadet d'Ethan, Marc, resta la bouche béante, regardant son frère avec incrédulité. Ma belle-mère, que l'on venait d'aider à se relever, s'évanouit à nouveau. Et moi? Je restais là, les oreilles bourdonnantes, l'esprit complètement vide. Que se passait-il? Jessica était enceinte, et le bébé était celui d'Ethan? Non, impossible. C'était trop scandaleux, trop absurde. Je cherchais une explication, un démenti d'Ethan. Mais après avoir entendu les paroles du médecin, il s'était complètement effondré. Il arrêta de crier et tomba à genoux sur le sol,
enfouissant sa tête dans ses mains, tout son corps tremblant violemment. Son silence était un aveu. Je reculai de quelques pas, m'appuyant contre le mur pour ne pas tomber. Tout devant moi commença à se brouiller. C'était donc cela la vérité la plus horrible. La trahison n'était pas unilatérale, c'était un réseau complexe de relations pécheresses, de tromperies entrelacées. J'avais pensé contrôler une partie d'échecs, mais il s'avérait que je n'étais qu'une pièce de plus dans une partie bien plus vaste, un jeu que je n'aurais jamais pu anticiper. Ils m'avaient trompé, et ils s'étaient trompés les uns les autres. Ethan et Jessica, beau-frère et belle-sœur, avaient eu une liaison secrète dans mon dos et dans celui de Mark. Le bébé que Jessica portait n'était pas le fruit de son amour pour son mari, mais la preuve d'un péché incestueux. Maintenant, je comprenais. Je comprenais pourquoi Ethan avait réagi si étrangement quand j'avais donné le bracelet à Jessica. Il n'avait pas peur que je découvre le secret du bracelet, il était terrifié, absolument terrifié que le bracelet ne nuise à Jessica et à son enfant à naître. Il connaissait le danger depuis le début, mais il ne pouvait pas parler. Il ne pouvait pas l'arrêter car cela reviendrait à exposer sa propre honte. Il ne pouvait que regarder, impuissant, sa maîtresse et son enfant entrer dans un piège mortel. Une vague de nausée me monta à la gorge. Mon dégoût n'était pas pour Jessica, mais pour Ethan, l'homme que j'avais autrefois aimé, l'homme que j'appelais mon mari. Il n'était pas seulement un infidèle, c'était un lâche, un homme totalement dépourvu de honte. Il m'avait froidement utilisé comme un outil pour le stratagème de sa famille tout en me trahissant simultanément avec sa propre belle-sœur. Et ma belle-mère, Carole, savait-elle? Ou était-elle aussi une victime de la tromperie de son propre fils? Voyant sa forme affalée, j'ai deviné qu'elle n'en avait aucune idée. Elle jubilait, pensant qu'elle m'avait forcé à abandonner le bracelet, ne soupçonnant jamais qu'elle avait personnellement poussé sa plus jeune belle-fille et son petit enfant inconnu au bord de la mort. Quelle ironie! C'était absolument risible. Toute cette famille, qui s'enorgueillissait de sa réputation et de sa morale, se noyait maintenant dans un marécage de péchés et de mensonges de leur propre fabrication. Je ne sais pas comment j'ai quitté l'hôpital et suis rentré chez moi. Mon esprit était vide tout le long du trajet. L'image d'Ethan à genoux et les paroles du médecin se rejouaient sans cesse. Quand je suis rentré, je suis allé directement dans la chambre. Je n'ai pas pleuré. La douleur était trop grande, mes larmes étaient taries. J'ai ouvert le tiroir et j'ai sorti la boîte en velours vide. Puis je suis allé dans le placard d'Ethan et j'ai tout fouillé. Je devais trouver quelque chose, une preuve, une explication. Et puis je l'ai trouvé. Niché au fond d'un vieux carnet se trouvait une photographie. Sur la photo, Ethan et Jessica s'enlaçaient intimement sur une plage. Jessica portait un bikini révélateur, sa tête reposait sur l'épaule d'Ethan, un sourire radieux sur le visage. Au dos, écrit à la main, figuraient les mots « En souvenir de notre voyage à Cabo. Tout mon amour ». La date sur la photo remontait à plus d'1 an, juste au moment où Ethan m'avait dit qu'il devait partir pour un voyage d'affaires inattendu. Ainsi, il était clair que leur relation n'était pas nouvelle. Elle durait depuis longtemps. Je m'effondrais au sol, la photo à la main. Le sentiment n'était plus de la douleur mais un vide profond. Tout ce en quoi j'avais cru, tout ce que j'avais construit, était un mensonge. J'avais été trahi, non pas une fois, mais plusieurs fois par tous ceux que j'avais autrefois considérés comme ma famille. Je n'avais plus rien à perdre. L'amour, la confiance, tout était mort. La seule chose qui restait en moi désormais était une haine froide et une seule pensée, ils paieront. Ils paieront tous pour ce qu'ils ont fait. La scène horrible à l'hôpital n'était pas la fin, c'était juste le début d'une tempête encore plus terrible, une tempête de ma propre création qui balayerait tous leurs mensonges et leurs péchés. Que feriez-vous si vous étiez à ma place? Auriez-vous le courage de tout dénoncer? Ou choisiriez-vous le silence pour préserver un foyer qui était déjà brisé? Si cette histoire vous a fait réfléchir, partagez-la avec vos amis, car on ne sait jamais, elle pourrait être un avertissement pour quelqu'un qui en a besoin. Le chaos à l'hôpital ce jour-là fut comme un feu ardent qui fut rapidement et maladroitement éteint par les coupables. Après que la vérité choquante sur la relation entre Ethan et Jessica fut exposée, la famille de mon mari, au lieu d'y faire face, choisit de la camoufler avec des tactiques éhontées et ineptes. Ils agirent comme si de rien n'était, comme si les paroles du médecin n'étaient qu'une brise passagère. Mark, le mari légal de Jessica, après une période de silence stupéfait, partit sans un mot. Il ne pleura pas et ne cria pas, se retira simplement dans un silence terrifiant. Je savais que sa fierté d'homme avait été grièvement blessée. Quant à ma belle-mère, après avoir repris connaissance,
elle afficha immédiatement la nature rusée et manipulatrice d'une femme d'esprit. Plus de pleurs, plus d'évanouissement. Elle alla directement au bureau du chef de service, ferma la porte et y resta longtemps. Je ne sais pas ce qu'elle a dit ou fait, mais quand elle sortit, l'attitude du personnel hospitalier avait complètement changé. Ils ne nous regardaient plus avec des yeux curieux et compatissants, ils nous évitaient, gardaient leur distance. Le chef de service, qui avait dit la vérité, devint soudainement peu bavard. Quand j'ai essayé de demander plus d'informations sur l'état de Jessica, il répondit vaguement, la patiente est hors de danger immédiat mais est émotionnellement instable et a besoin de repos. La famille ne doit pas la déranger. Après cela, Jessica fut transférée dans une chambre privée de l'aile VIP, complètement isolée du monde extérieur. Ma belle-mère prétendit que c'était pour lui offrir un endroit calme pour se rétablir, mais je savais que c'était un acte de mise en quarantaine, un effort pour faire taire la personne au centre de tout cela, pour empêcher la vérité de s'ébruiter davantage. Ethan disparut également de l'hôpital. Mes appels restèrent sans réponse, mes SMS furent ignorés. C'était comme s'il s'était volatilisé de la surface de la Terre. Je savais qu'il se cachait, non seulement de moi, mais de sa propre culpabilité. Toute sa famille construisait un mur de silence, un mur épais pour cacher la pourriture intérieure. Ils essayaient de transformer une liaison scandaleuse en une simple affaire de famille. Ils disaient aux parents en visite que Jessica avait eu une grave réaction allergique aux crustacés. Ils prétendaient que le médecin avait fait un mauvais diagnostic, que Jessica délirait à cause du choc et avait dit des absurdités. Ils inventèrent des centaines d'excuses, tissèrent des milliers de mensonges pour protéger leur soi-disant réputation familiale. Je me tenais au milieu de ce vortex de tromperie, me sentant à la fois furieuse et impuissante. J'avais la vérité entre mes mains. J'avais la photographie. J'avais les preuves. Mais j'étais seul. Comment pouvais-je lutter contre toute une famille unie dans une dissimulation? Ils avaient de l'argent et des relations. Ils pouvaient déformer la vérité, transformer le noir en blanc. Si je faisais un scandale maintenant, je pourrais être celle accusée de calomnie, de détruire le bonheur d'une famille. Je retournais dans une maison vide et froide. L'absence d'Ethan ne m'attristait pas, elle me dégoûtait. Chaque recoin de cette maison était souillé par les mensonges. Je suis allé dans notre chambre, j'ai regardé le lit que nous avions partagé, et j'ai eu mal au cœur. Je ne pouvais plus rester ici une seconde de plus. J'ai emballé quelques vêtements et des articles essentiels dans une petite valise. Je n'ai rien pris de valeur, je n'ai pris que ce qui m'appartenait personnellement. Avant de partir, je me suis arrêté devant la coiffeuse. J'ai ouvert le tiroir où je gardais autrefois le bracelet de jade. La boîte en velours vide était toujours là. Je l'ai ramassée, puis reposée. Non, je ne pouvais pas partir les mains vides ainsi. Je ne pouvais pas les laisser penser que j'avais abandonné, que j'avais accepté la défaite. Je devais récupérer quelque chose qui n'était pas seulement une preuve, mais un outil que je pourrais utiliser pour renverser la situation. Je me suis soudain souvenu, le bracelet de jade était toujours à l'hôpital. Dans le chaos, personne n'y avait prêté attention. Il devait avoir été rangé par les infirmières avec les effets personnels de Jessica. Je devais le récupérer. Je retournai à l'hôpital. Cette fois, je ne suis pas allé aux soins intensifs, je suis allé au bureau de l'administration. Je leur ai dit que j'étais la belle-sœur de la patiente, Jessica et que j'étais là pour payer une partie de la facture d'hôpital et récupérer certains objets personnels de ma belle-sœur. L'infirmière de service hésita au début, mais quand je lui montrai ma carte d'identité et expliquai que je ne prenais que des objets non essentiels, elle accepta. Elle me remit un sac scellé contenant des vêtements, un portefeuille et une petite boîte. Je l'ouvris. Le bracelet de jade s'y trouvait, silencieux et froid. Je signai le formulaire de décharge, remerciai l'infirmière et partis rapidement. Je serrai le sac contre moi, le cœur battant. Je l'avais à nouveau entre les mains, l'arme la plus dangereuse de toutes. Je ne suis pas allé chez mes parents. Je savais que la famille de mon mari m'y chercherait. J'ai loué une petite chambre d'hôtel dans un autre quartier de la ville, un endroit totalement inconnu. J'avais besoin d'un espace sûr pour réfléchir et planifier. Assise dans l'étrange chambre d'hôtel, j'ai posé le bracelet de jade sur la table. Je l'ai regardé, et cette fois je n'ai plus ressenti de peur. Je n'ai ressenti qu'une haine glaciale. Ce n'était plus un bijou, c'était une preuve, le témoignage de toute leur cruelle conspiration, un complot pour me tuer qui avait accidentellement blessé l'un des leurs. J'ai sorti mon téléphone et composé un numéro que j'avais enregistré il y a longtemps mais que je n'avais jamais osé appeler,
cabinet d'avocats Davis et Associés. Comment puis-je vous aider? Bonjour, je m'appelle Maya Anderson. J'aimerais fixer une consultation avec votre meilleur avocat spécialisé en droit de la famille et en affaires criminelles. La guerre silencieuse était terminée. Il était temps pour la bataille juridique de commencer. Il voulait se cacher, je ferai en sorte qu'il n'ait plus rien à cacher. Chaque péché, chaque mensonge serait mis au jour. Je ne faisais pas cela seulement pour moi, mais pour Jessica, pour son enfant innocent, et pour Marc le pauvre homme qui avait été trahi par son propre frère et sa femme. Je m'assis près de la fenêtre, regardant le trafic intense en bas. San Francisco était égale à elle-même pressée et indifférente. Mais la Maya d'aujourd'hui était différente. Je n'étais plus la femme naïve qui croyait aux contes de fées amoureux. J'étais une guerrière se préparant pour la bataille finale, une bataille pour réclamer la justice et mon honneur. Ils voulaient faire de moi une victime, je leur montrerais qu'une victime pouvait aussi devenir le chasseur, et ma proie n'était autre que leur famille entière. Le bureau de l'avocat dégageait une atmosphère professionnelle et froide, tout comme l'homme lui-même. M. Davis, un homme d'une quarantaine d'années avec des yeux aussi tranchants que des rasoirs et un comportement décisif, était l'expert que mon cabinet avait recommandé, un plaideur de premier plan dans les affaires complexes. Je m'assis en face de lui, racontant toute mon histoire, du bracelet de jade et de l'avertissement mystérieux à la vérité choquante à l'hôpital et à la tentative de dissimulation de ma belle famille. J'essayais de garder ma voix calme et cohérente, ne laissant pas les émotions personnelles interférer. Je savais qu'aux yeux de la loi, seules les preuves et la raison comptaient. Monsieur Davis écouta patiemment, griffonnant occasionnellement des notes. Quand j'eus fini, il resta silencieux un long moment, joignant ses doigts sur le bureau. Madame Anderson, dit-il enfin, d'une voix basse et ferme. Votre histoire est bien plus complexe que je ne le pensais initialement. Ce n'est pas seulement un cas typique de divorce. Il y a des indices d'infraction pénale, agression aggravée avec intention de causer des blessures graves, fraude et même inceste. Chaque accusation qu'il énumérait me faisait frissonner. Même si je l'avais vécu, entendre quelqu'un d'autre articuler systématiquement leur crime était toujours choquant. Alors, par où commençons-nous, monsieur Davis? Demandai-je, la voix tremblant légèrement. Nous commençons par la chose la plus tangible, l'objet qui relie tous ces événements, dit-il, son regard fixé sur la boîte en velours que j'avais posée sur son bureau. Le bracelet de jade. Je poussai la boîte vers lui. Je l'ai apporté avec moi. Je dois connaître la vérité à son sujet. Monsieur Davis acquiesça. Excellent. Ce sera notre élément de preuve le plus crucial. J'ai un contact qui est un expert de premier plan en gémologie et en toxicologie. Je le lui enverrai immédiatement. Nous devrions avoir les résultats dans environ 2 jours. En attendant, vous devez faire autre chose. Quoi donc? Avez-vous toujours le numéro qui vous a envoyé le SMS d'avertissement? Oui, je l'ai. J'ai immédiatement ouvert mon téléphone. Répondez-leur par SMS, ordonna Monsieur Davis. N'appelez pas, écrivez. Un message texte laisse une trace écrite. Demandez-leur qui ils sont, pourquoi ils savaient cela, et ce qui ne va pas vraiment avec le bracelet. Votre ton doit être doux, vous présentant comme une victime confuse et désespérée cherchant de l'aide. Ils ne répondront peut-être pas, mais ils pourraient aussi être la clé pour ouvrir une autre porte. Je suivis son conseil. Là même, dans son bureau, je composai un texte et le lus à Monsieur Davis avant de l'envoyer. Qui êtes-vous? S'il vous plaît, vous devez me dire la vérité sur le bracelet. Ma belle-sœur est à l'hôpital dans un état critique. J'ai tellement peur et je suis si confuse. S'il vous plaît, aidez-moi. Après avoir envoyé le message, j'avais le cœur au bord des lèvres. La personne mystérieuse répondrait-elle, ou n'était-elle qu'un passant qui avait lancé un avertissement avant de disparaître? En quittant le bureau de l'avocat, je ne suis pas retourné à l'hôtel. J'ai conduit sans but dans les rues. J'avais besoin de réfléchir, de tout assimiler. Je réalisais quelque chose, toute la séquence des événements du moment où ma belle-mère a exigé le bracelet à l'hospitalisation de Jessica s'était produite en moins d'une semaine. C'était trop rapide, trop précipité, comme si une main invisible orchestrait le tout, accélérant le rythme d'une pièce de théâtre. Et moi, initialement la victime, puis la chercheuse de vérité. N'étais-je moi aussi qu'en train de jouer sous la direction de quelqu'un? La personne mystérieuse connaissait le bracelet. Elle m'a prévenu. Avait-elle aussi anticipé que je le donnerais à Jessica et que cela donnerait ce résultat?
Si oui, quel était son but? Était-ce simplement pour m'aider? Ou y avait-il un autre agenda? Plus je réfléchissais, plus j'avais froid. Je réalisais que je ne combattais pas seulement la famille de mon mari, je pourrais être prise dans une autre bataille, une où je ne connaissais même pas mon adversaire. Je me suis garé au bord de l'eau, le vent soufflant autour de moi. Je regardais l'eau turbulente, mon esprit étant un fouillis inextricable. Devais-je continuer à faire confiance à cette personne mystérieuse, ou ne devais-je faire confiance qu'à la loi et aux preuves que je pouvais rassembler? Juste à ce moment-là, mon téléphone vibra. Un nouveau message provenant de ce même numéro inconnu. Mon cœur bondit. J'ai ouvert le message en tremblant. Je ne peux pas vous dire qui je suis, mais je peux vous dire la vérité. Ce bracelet n'est pas de la jadéite ordinaire. Il a été extrait d'un gisement de jade dans une région montagneuse reculée, un gisement avec une concentration naturelle extrêmement élevée d'arsenic. Avec un contact prolongé avec la peau, le poison s'infiltre lentement dans le corps, provoquant un empoisonnement chronique, des dommages neurologiques et finalement la mort. Arsenic. Mort. Chaque mot était comme un coup de marteau sur ma tête. Tout mon corps commença à trembler. C'était donc vrai. Mon intuition était juste. Ce n'était pas un cadeau, c'était une arme de crime. Une arme de meurtre sophistiquée enveloppée dans une belle apparence et une étiquette de prix exorbitante. Il ne voulait pas seulement que je tombe malade, il me voulait morte. Une vague de fureur atteignit son sommet, surpassant ma peur. Ces animaux. Ils ne sont pas humains. J'ai serré les dents, mes mains si crispées que mes phalanges sont devenues blanches. J'ai rapidement répondu, « Pourquoi? Pourquoi voudrait-il me tuer? Et comment savez-vous tout cela ?» Quelques minutes plus tard, la réponse arriva, « Pour vos actifs, votre entreprise, les propriétés à votre nom. Votre mari veut tout. Et je le sais parce que je suis celui à qui ils ont volé cette mine. » Le dernier message fut comme un éclair. Cette personne ne connaissait pas seulement le secret du bracelet, elle nourrissait une rancune profonde contre la famille de mon mari. Ce n'était pas un étranger, c'était un acteur clé de cette histoire. Ce n'était donc pas seulement mon combat. J'avais un allié mystérieux qui détenait des informations mortelles. Le premier indice majeur était apparu, révélant non seulement la nature du bracelet mais ouvrant aussi une porte sur un autre passé sombre de la famille de mon mari. Je savais que je devais rencontrer cette personne. Ce n'est qu'en la rencontrant face à face que je pourrais apprendre toute la vérité et, avec elle, concevoir un plan pour traduire tous les coupables en justice. Ma guerre avait maintenant un allié, et elle était sur le point d'entrer dans une phase nouvelle, plus intense et beaucoup plus dangereuse. 2 jours plus tard, je reçus un appel de Monsieur Davis. Sa voix était empreinte de choc. « Maya, les résultats du laboratoire sont arrivés. Pouvez-vous venir à mon bureau immédiatement? On ne peut pas discuter de cela au téléphone. » Un sentiment de pressentiment m'envahit. Je me précipitai à son bureau. En entrant, je vis les expressions tendues sur les visages de Monsieur Davis et de son assistant juridique. Il me remit un dossier soigneusement scellé. Cela vient du laboratoire de police scientifique. Ils ont travaillé vite. Mes mains tremblaient alors que je brisais le sceau. À l'intérieur se trouvait un rapport de plusieurs pages rempli de termes chimiques que je ne comprenais pas entièrement, mais la conclusion finale, imprimée en gras et soulignée, était limpide, le spécimen est de la jadéite naturelle provenant d'un gisement minéral d'arsénopyrite. L'analyse de la composition montre une concentration anormalement élevée de composés d'arsenic. La surface du spécimen a été recouverte d'une couche de polymère ultra mince, incolore et inodore. Ce revêtement sert à ralentir mais non à empêcher totalement l'absorption transdermique des composés d'arsenic. Lors d'un contact continu avec la peau humaine, particulièrement en présence de sueur ou de friction, les molécules d'arsenic sont progressivement libérées, pénétrant dans la circulation sanguine et s'accumulant dans le corps, provoquant des symptômes d'empoisonnement chronique. On estime qu'avec un port continu sur une période de 3 à 6 mois, l'arsenic accumulé pourrait être suffisant pour causer des dommages irréversibles au système nerveux, au foie, aux reins, et peut entraîner la mort. Je lus et relus cette conclusion, chaque mot s'enfonçant dans mon esprit. La mort. Il voulait vraiment que je meure. Une mort lente et silencieuse. Une mort que les gens auraient attribuée au destin, à la maladie, à l'épuisement. Un plan de meurtre parfait et indécelable. S'il n'y avait pas eu ce SMS d'avertissement, si je n'avais pas pris le risque de donner le bracelet à Jessica, je serais probablement celle qui serait allongée dans un lit d'hôpital en ce moment,
mon corps dépérissant sans que personne ne sache pourquoi. Et puis je mourrais, laissant tous mes biens à mon mari, aimant, et à sa famille, respectable. Un frisson me parcourut l'échine. Leur cruauté dépassait tout ce que j'avais pu imaginer. Ils sont totalement dépravés, dit Monsieur Davis, la voix pleine de mépris. Ce n'est plus une agression aggravée. C'est un meurtre prémédité et organisé. Je repliai le rapport, mes mains ne tremblant plus. La peur en moi s'était complètement évanouie, remplacée par un calme froid. Quand une personne atteint les profondeurs du désespoir, il ne reste plus rien à craindre. Monsieur Davis, avec cette preuve, que pouvons-nous faire, demandai-je d'une voix ferme. Nous pouvons porter plainte, répondit-il. Mais le problème est que nous devons prouver qu'ils sont ceux qui vous ont donné ce bracelet avec cette intention spécifique. Ils pourraient nier prétendre qu'ils ne savaient pas que le bracelet était toxique, qu'ils étaient aussi des victimes ayant acheté un produit défectueux. Oui, je sais qu'ils nieront, dis-je. Ils blâmeront le bijoutier, le vendeur. Ils joueront la victime innocente. Alors nous avons besoin de plus de preuves, continuai-je. Des preuves qui prouvent qu'ils connaissaient l'origine et la toxicité de ce bracelet. Précisément, acquiesça Monsieur Davis. Et c'est là que notre personne mystérieuse intervient. Je sortis mon téléphone et lui montrai l'échange de SMS. Il lut chaque mot attentivement, puis leva les yeux vers moi, une lueur d'espoir dans le regard. Celui à qui ils ont volé cette mine. Voilà. C'est notre témoin vedette. Il doit tout savoir. Nous devons juste trouver un moyen de le rencontrer et de le convaincre de témoigner. Je savais que c'était ce que je devais faire. Mais comment rencontrer quelqu'un qui insistait pour rester dans l'ombre? J'envoyai un nouveau message au numéro, les résultats du laboratoire sont arrivés. Vous aviez raison. J'ai besoin de vous rencontrer. J'ai besoin de votre aide pour les traduire en justice. S'il vous plaît, accordez-moi un entretien. Cette fois, l'attente fut longue. Tout l'après-midi passa sans réponse. J'étais sur des charbons ardents. Avait-il changé d'avis? Voulait-il simplement m'avertir et rester ensuite à l'écart d'une affaire complexe et dangereuse? Ce soir-là, je retournai à l'hôtel, le cœur lourd. Je posai le rapport du laboratoire sur la table. Ces mots froids étaient un rappel constant du danger auquel j'avais échappé de justesse. Je pensais à Jessica. Elle était toujours à l'hôpital. Son état s'était amélioré, mais le médecin disait que le poison était partiellement entré dans son sang et qu'elle aurait besoin d'une longue cure de désintoxication. Elle avait payé un prix élevé pour sa folie, et je me sentais une part de responsabilité, bien qu'involontairement, j'étais celle qui l'avait mise en danger. Je me promis d'obtenir justice, non seulement pour moi, mais aussi pour elle. Vers minuit, juste au moment où j'allais perdre espoir, mon téléphone vibra doucement. Un nouveau message, demain, 9 h, au Garden Café, 12 Aspen Lane. Venez seul. Mon cœur battait la chamade. Ils avaient accepté. Je répondis rapidement, d'accord, j'y serai. Après avoir envoyé le SMS, je laissai enfin échapper un soupir de soulagement. J'allais enfin rencontrer mon allié mystérieux. Je ne savais pas à quoi il ressemblait ni ce que la réunion de demain apporterait, mais je savais que ce serait un tournant, un moment décisif dans cette guerre. Je me tins devant le miroir, regardant mon reflet. Je n'étais plus la Maya faible et confuse d'il y a quelques jours. Mes yeux, bien qu'encore fatigués, brillaient d'une résolution d'acier. J'avais marché sur la ligne entre la vie et la mort. J'avais vu le vrai visage du mal. Maintenant, je n'avais plus rien à perdre, et rien ne pouvait me briser. Demain, quoi que je doive affronter, je ne reculerai pas. La vérité sur le bracelet avait été révélée, et il était maintenant temps que la vérité sur les personnes derrière tout cela soit exposée. Le lendemain matin, je suis arrivé au Garden Café avec 15 minutes d'avance. Fidèle à son nom, le café était niché au fond d'une petite ruelle, une oasis de calme avec des vignes verdoyantes, un monde à part du bruit de la ville. J'ai choisi une table dans le coin le plus isolé d'où je pouvais facilement surveiller l'entrée. Mon cœur battait la chamade par l'anticipation. Qui allais-je rencontrer? Voulait-il vraiment m'aider, ou se servait-il simplement de moi pour ses propres desseins? À 9 h précises, un homme est entré. Il semblait avoir un peu plus de 50 ans, grand et svelte, avec des cheveux poivre et sel coupés proprement. Il portait une simple chemise boutonnée bleu clair et un pantalon foncé. Ce qui a attiré mon attention, c'étaient ses yeux profonds et calmes,
mais avec un regard plein de force et d'expérience. Il a balayé la salle du regard puis s'est dirigé directement vers ma table. « Mademoiselle Anderson, je présume ? Je suis Robert Vance. » Il a tendu la main, sa voix était basse et chaleureuse. Je me suis levé et j'ai serré sa main. Elle était ferme et sèche. « Monsieur Vance, merci d'être venu. Je vous en prie, asseyez-vous. » Vous n'avez pas besoin de me remercier, a dit Monsieur Vance après s'être installé. Je fais cela autant pour moi que pour vous. Il m'a regardé droit dans les yeux. Je suppose que vous connaissez maintenant la vérité sur le bracelet. Oui, j'ai acquiescé, en poussant le rapport médico-légal sur la table. De l'arsenic. Un complot de meurtre parfait. Monsieur Vance a jeté un coup d'œil au rapport, son expression inchangée. Il semblait qu'il savait déjà tout. Il a soupiré. Parfait peut-être, mais pas sans faille. Ces gens-là étaient trop confiants dans leur propre cupidité et leur cruauté, oubliant que la justice finit toujours par trouver son chemin. Monsieur Vance, ai-je dit, allant droit au but. Vous avez dit que vous étiez celui à qui ils ont volé la mine. Que s'est-il passé? Monsieur Vance a pris une gorgée de son thé, les yeux lointains comme s'il se remémorait une histoire oubliée depuis longtemps. C'était il y a près de 15 ans, commença-t-il. À l'époque, votre beau-père, Harold et moi étions partenaires en affaires. Nous avions mis nos capitaux en commun pour explorer des gisements de minéraux dans le Nord. Après des mois de dur labeur, nous avons découvert une nouvelle mine de jadéite. Le rendement n'était pas massif, mais la qualité du jade était exquise. Ce vert émeraude profond que vous avez vu. Sa voix est devenue sombre. Mais notre joie a été de courte durée. Nous avons découvert un problème mortel. Toute la zone minière présentait une concentration naturelle d'arsenic exceptionnellement élevée dans la roche et le sol. Le jade que nous extrayions, aussi beau soit-il, était entièrement contaminé. Il était totalement impropre à la joaillerie. Alors pourquoi, j'ai hésité. Pourquoi mon bracelet a-t-il été fabriqué et vendu pour 50 000 $? Monsieur Vance a eu un rire amer. C'est là que le vrai visage de votre beau-père s'est révélé. Quand je l'ai découvert, j'ai décidé de limiter les dégâts et de partir. Je ne pouvais pas, en bonne conscience, mettre ces pierres mortelles sur le marché. Mais Harold pensait différemment. Il m'a dit qu'il trouverait un moyen de les traiter, d'engager des experts pour éliminer les toxines. Je l'ai cru. Il vous a trompé, ai-je dit, une vague d'indignation montant pour lui. Pas seulement trompé, Monsieur Vance secoua la tête. Il m'a volé. Il a secrètement créé une autre société au nom de sa femme, votre belle-mère, Carole. Ensuite, il a falsifié des documents affirmant que notre coentreprise avait échoué et que nous devions vendre la mine à un tiers pour couvrir nos dettes. Et ce tiers était, bien sûr, la société de sa femme. J'ai été dépouillé de tout, la mine et des millions en capital d'investissement. Mais qu'en est-il du poison? Comment l'ont-ils géré? Ils ne l'ont pas fait, répondit Monsieur Vance, sa voix devenant glaciale. Ils ne le pouvaient pas. L'arsenic avait imprégné la structure cristalline du jade. Aucune technologie ne pouvait l'éliminer complètement. Alors au lieu de cela, ils ont trouvé un autre moyen, plus diabolique. Ils ont engagé un expert en chimie pour développer un revêtement polymère ultra fin pour le jade. Ce revêtement ralentit l'absorption du poison pour que celle qui le porte ne souffre pas d'un empoisonnement aigu immédiat, mais soit lentement empoisonnée sur des mois, voire des années. Une mort que personne ne contesterait. J'étais sans voix. La vérité était plus horrible que tout ce que j'aurais pu imaginer. Ce n'étaient pas seulement des fraudeurs, c'étaient des monstres. Ils avaient transformé des pierres mortelles en bijoux de luxe et les avaient vendues à des innocents. Alors, les autres produits de cette mine. Ils sont toujours dans la nature? Oui, a dit Monsieur Vance. Après avoir volé la mine, la famille a secrètement lancé une marque de bijoux haut de gamme vendue exclusivement à l'élite fortunée. Ils ont falsifié des rapports d'expertise et engagé des célébrités pour des parrainages. Depuis plus d'une décennie, ils ont fait fortune grâce à cette mine de la mort. Votre bracelet n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Ma tête tournait. Une entreprise criminelle sophistiquée opérait depuis 15 ans sans que personne ne le sache. Alors pourquoi avez-vous décidé de parler maintenant? Pourquoi m'avoir choisi, ai-je demandé. C'était la plus grande question dans mon esprit. Monsieur Vance m'a regardé, un soupçon de culpabilité dans les yeux. Parce que je suis resté silencieux trop longtemps. Après avoir été trompé, j'étais dévasté.
J'ai essayé de les dénoncer, mais ils avaient de l'argent et des relations. Ils m'ont réduit au silence. Je n'ai eu d'autre choix que de partir et de recommencer ailleurs. Pendant toutes ces années, je les ai surveillés de l'ombre, collectant des preuves, attendant une opportunité. Et cette opportunité est venue, poursuivit-il, quand Ethan a décidé d'utiliser un produit de cette mine même pour nuire à sa propre femme. Quand j'ai appris qu'Ethan avait commandé un bracelet personnalisé fait du jade le plus toxique pour vous l'offrir, j'ai su que mon heure était venue. Je ne pouvais pas laisser une autre personne innocente devenir une victime. Et je savais aussi que vous seul, une personne de l'intérieur, quelqu'un avec assez de colère et de motivation, pourriez m'aider à faire tomber leur empire criminel. Ainsi, il connaissait tout le plan d'Ethan depuis le début. Il aurait pu l'arrêter, mais il a choisi de rester silencieux, n'envoyant qu'un avertissement cryptique. Il s'était servi de moi comme d'un pion pour mettre en marche son propre plan de vengeance. Un sentiment complexe m'a envahi. Devais-je être en colère contre lui? Mais j'ai alors pensé que s'il n'avait pas agi ainsi, je n'aurais peut-être jamais connu la vérité. J'aurais continué à vivre un mensonge et je serais morte d'une mort misérable. Il m'avait donné un choix, une chance de me sauver. Je comprends, ai-je dit, ma voix redevenue calme. Alors, que faisons-nous maintenant? Monsieur Vance a souri un sourire rare mais confiant. Maintenant, nous tendons un piège beaucoup plus grand. Un piège non seulement pour Ethan, mais pour toute la famille et leur marque de bijoux meurtrières. Il a sorti un dossier de sa mallette et l'a poussé vers moi. C'est l'ensemble des preuves que j'ai recueillies au cours des 15 dernières années, des documents prouvant ma propriété initiale de la mine, des témoignages de quelques anciens ouvriers, et une liste d'autres victimes potentielles des personnes qui ont acheté leurs bijoux et ont ensuite développé des maladies étranges et inexpliquées. J'ai pris le dossier, sentant son poids le poids de 15 ans de colère et d'attente. La rencontre avec l'homme mystérieux était terminée, mais une alliance de vengeance avait été officiellement formée. Je n'étais plus seul. À mes côtés se trouvait un homme qui avait passé la moitié de sa vie à attendre ce jour de règlement de compte. Mon combat n'était plus seulement personnel, il était devenu un combat pour la justice pour toutes les victimes innocentes. Et je savais qu'avec ce que nous avions maintenant entre les mains, la chute de la famille n'était plus loin. Parfois, l'ennemi de votre ennemi est votre allié le plus fidèle. La vie est pleine de connexions inattendues, et la justice, peu importe à quel point elle est obscurcie par l'argent et le pouvoir, finit par trouver son chemin vers la lumière. La vérité est comme le soleil, on peut l'occulter un temps, mais elle ne s'en va pas. En quittant le Garden Café, je ne suis pas retourné directement à l'hôtel. J'ai serré le dossier que M. Vance m'avait donné, j'ai trouvé un coin tranquille dans un parc et je me suis assise. J'avais besoin de lire, d'absorber toutes ces informations et de comprendre toute l'étendue du réseau criminel que la famille de mon mari avait tissé. À chaque page que je tournais, une vérité plus sinistre et systématique que tout ce que j'avais pu imaginer était mise à nu. Leur complot n'était pas simplement de me tuer pour mes biens, c'était un plan méticuleusement calculé qui avait été mis en branle bien avant que je ne fasse officiellement partie de leur famille. Monsieur Vance avait même réussi à obtenir des échanges de courriels entre Ethan et son père, Harold, datant de plus d'1 an avant notre mariage. Dans ces courriels, ils parlaient de moi, leur prochaine cible, après quelques essais réussis. Il m'avait analysé avec un détail glaçant, cible, Maya Anderson, architecte, possède sa propre agence, actifs personnels importants. Antécédents familiaux sans particularité. Mère décédée, père âgé, peu de parents proches. Personnalité, gentille, introvertie, quelque peu naïve, fait facilement confiance. Elle est le sujet parfait. J'ai lu ces mots et j'ai senti le sang se glacer dans mes veines. Pour eux, je n'étais pas une personne. J'étais un sujet, une cible avec une liste de traits exploitables. Leur plan était exposé en phase 1, approche et établissement de la confiance. Ethan jouerait le rôle de l'homme parfait charmant, dévoué créant une façade d'amour sans faille pour gagner ma confiance totale. Phase 2, infiltration et contrôle. Après le mariage, il trouverait progressivement des moyens d'interférer dans mes affaires, accédant à des informations financières critiques. Pendant ce temps, ma belle-mère, Carole, jouerait le rôle de la matriarche difficile, exerçant une pression et des critiques constantes pour créer un environnement domestique étouffant. Cela m'épuiserait mentalement et me rendrait encore plus dépendante de mon seul refuge, Ethan. Phase 3, la récolte. Une fois que je serais totalement confiante et émotionnellement épuisée, il porterait le coup final. Le bracelet de jade était l'outil de cette phase. Il voulait que je meure lentement,
une mort attribuée au surmenage et à l'épuisement physique. Ensuite, en tant qu'époux légal, Ethan hériterait naturellement de toute ma fortune sans éveiller de soupçon. En lisant cela, je ne pouvais m'empêcher de frissonner. C'était une conspiration parfaite, une pièce de théâtre élaborée avec toute la famille comme acteur, chacun jouant son rôle en parfaite coordination pour me mener à la mort. Leur mal n'était pas seulement de la simple cupidité, c'était de la criminalité de sang-froid, méticuleusement planifiée. Le dossier de Monsieur Vance contenait également une liste d'autres victimes. Certains étaient des partenaires commerciaux qu'ils avaient escroqués, d'autres étaient des clients qui avaient acheté les bijoux toxiques. Un cas en particulier a attiré mon attention, une jeune femme entrepreneur qui possédait une chaîne de spa haut de gamme. Elle avait acheté une parure en jadéite d'une valeur de près d'un demi-million de dollars à la Marquet. Environ un an plus tard, elle a commencé à souffrir de maladies mystérieuses, perte de cheveux, décoloration de la peau, fatigue chronique. Les médecins n'en trouvaient pas la cause. Finalement, elle a dû partir à l'étranger pour se faire soigner, vendant sa chaîne de spa pour une fraction de sa valeur. L'acheteur ? Une société écran appartenant à la famille A. Le schéma était d'une familiarité terrifiante. Il ne se contentait pas de vendre des produits mortels, il les utilisait comme des armes pour s'emparer des biens d'autrui. J'ai refermé le dossier, le cœur lourd. Ce n'était plus seulement mon combat, ou celui de Monsieur Vance et moi. C'était une affaire criminelle de grande envergure impliquant les vies et les fortunes de nombreuses personnes. Nous ne pouvions pas agir seuls. J'ai appelé Monsieur Davison et j'ai demandé une réunion urgente pour l'après-midi même en présence de Monsieur Vance. Il était temps de porter toutes ces preuves devant la loi. La réunion à 3 a eu lieu au cabinet d'avocats. Après avoir examiné tout le dossier de Monsieur Vance et l'avoir recoupé avec le rapport médico-légal sur le bracelet, même Monsieur Davis n'a pu cacher son choc et sa fureur. Mon Dieu, dit-il, la voix tendue par la colère. C'est une organisation criminelle à part entière cachée derrière la façade d'une famille respectable. Nous devons agir immédiatement. Je suis d'accord, dit Monsieur Vance d'un ton décisif. Mais comment procéder efficacement ? Ils ont de l'argent et de l'influence. Si nous déposons simplement une plainte standard à la police, ils trouveront un moyen d'échapper à la justice. Monsieur Davis resta silencieux un moment. Monsieur Vance a raison. Nous ne pouvons pas les attaquer de front. Nous avons besoin d'un plan, d'un piège qui ne leur laissera aucune place pour le déni. Et je pense, dit-il en se tournant vers moi, que vous, Maya, êtes l'appât parfait. Je l'ai regardé. Que voulez-vous dire, Monsieur Davis ? Il pense que vous êtes toujours dans l'ignorance concernant le bracelet. Il pense que vous êtes seul dans une chambre d'hôtel, confuse et effrayé, analysa Monsieur Davis. Nous allons utiliser cela à notre avantage. Nous allons tendre un piège dans lequel Ethan et toute sa famille marcheront tête baissée et confesseront tout eux-mêmes. Le plan fut élaboré rapidement et en détail. C'est moi qui l'exécuterai. Je retournerai à l'hôpital non pas pour les confronter, mais pour jouer un rôle, celui de la faiblesse, de la superstition et du désespoir. Je ferai semblant de croire que le malheur de Jessica était causé par une malédiction ou un sort jeté sur le bracelet. Je pleurais et gémirais en disant que je devais trouver un moyen de purifier le bracelet pour sauver ma belle-sœur et moi-même. Quel est le but de tout cela, ai-je demandé. Leur faire baisser leur garde, expliqua Monsieur Davis. Quand les gens sont en position de force, ils ont tendance à sous-estimer leurs adversaires. Quand ils vous verront encore agir de manière naïve et superstitieuse, ils deviendront complaisants. C'est à ce moment-là qu'ils sont le plus susceptibles de commettre une erreur. Allez voir Ethan et sa mère. Pleurez. Dites-leur que vous voulez apporter le bracelet à un moine puissant dans un temple pour un rituel de purification. Pendant que vous faites cela, nous placerons secrètement des dispositifs d'enregistrement dans les endroits où ils ont des conversations privées, comme la salle d'attente de Carole à l'hôpital ou à l'intérieur de la voiture d'Ethan. Ne seront-ils pas méfiants, demanda Monsieur Vance. Pas si la performance de Maya est assez convaincante, dit Monsieur Davis en me regardant. Vous devez vous présenter comme une femme à bout de nerfs, paniquée et faisant plus confiance au surnaturel qu'à la loi. Pleurez, suppliez. Plus vous paraîtrez pathétique, plus ils vous croiront. J'ai pris une grande inspiration. Un autre rôle à jouer. Mais cette fois, je savais à quel point ma performance était cruciale. Je peux le faire, ai-je dit sans une once d'hésitation. Monsieur Vance hocha la tête. Pendant que vous exécuterez le plan, je contacterai les autres victimes, en particulier la femme à qui ils ont volé la chaîne de spa. Nous les persuaderons de venir témoigner.
La voix d'une seule personne peut être ignorée, mais pas un chœur de voix. Notre force sera décuplée. La réunion prit fin. Le plan était parfait. Je suis retourné à mon hôtel, ne me sentant plus perdu. Je savais que j'allais monter sur une grande scène pour interpréter un rôle difficile. Mais je n'avais pas peur, car je savais que lorsque le rideau tomberait enfin, la lumière de la justice brillerait et tous ces monstres à peau humaine seraient exposés pour ce qu'ils étaient vraiment. Leur conspiration maléfique était dénouée, et il était maintenant temps pour eux de payer pour le drame qu'ils avaient mis en scène. Le lendemain, j'ai commencé ma performance finale. J'ai choisi une vieille tenue de couleur sombre et j'ai délibérément évité tout maquillage, soulignant les cernes et l'aspect hagard de mon visage. Je suis allé à l'hôpital vers midi, quand les couloirs étaient les plus calmes. Dès que j'ai vu ma belle-mère assise sur un banc en train d'éplucher une pomme, j'ai couru vers elle, je me suis effondré à ses pieds et j'ai éclaté en sanglots hystériques. « Maman, maman, s'il te plaît, aide-moi » me suis-je écrié, la voix remplie de panique et de désespoir. Carole fut surprise, laissant tomber la pomme et le couteau. Elle me regarda avec un mélange de surprise et d'agacement. « Qu'est-ce que tu fais ? Relève-toi. Les gens nous regardent. » Je ne me relèverai pas, maman, ai-je continué à hurler, m'agrippant à ses jambes. J'ai tellement peur. C'est ma faute. C'est ma faute d'avoir fait entrer ce bracelet dans notre famille, d'avoir causé tout cela. J'étais une actrice magistrale, les larmes et la morve coulant sur mon visage. Ce bracelet, il est hanté. Maman, je fais des cauchemars. Chaque nuit, je vois une femme aux cheveux longs qui me suit, disant que le bracelet lui appartient et que quiconque le portera sera maudit. Jessica. Ce qui est arrivé à Jessica, c'est à cause de moi. C'est moi qui lui ai fait du mal. Je parlais d'une voix tremblante, les yeux égarés comme quelqu'un de véritablement possédé. Attaquer leur peur et leur superstition était un coup psychologique puissant. J'ai vu Carole pâlir. Finalement, elle a accepté d'en parler avec Ethan. Mon acte était un succès partiel. Ce soir-là, j'ai reçu un SMS de Monsieur Davis, dispositif planté. Tout est prêt. Je n'ai pas eu à attendre longtemps. Vers 21h, Ethan a appelé. Sa voix était lasse et irritable. J'ai continué ma performance de l'épouse pathétique, hystérique à propos de questions surnaturelles, pleurant et le suppliant de me laisser prendre le bracelet pour un rituel de purification. Finalement, il a accepté, agacé. D'accord. Viens à l'hôpital demain matin. Je te le donnerai. Fais en ce que tu veux. Arrête juste de nous harceler, ma famille et moi. Il n'avait aucune idée qu'il venait de me remettre la clé de sa propre damnation. Après 3 jours d'attente atroce, Monsieur Davis m'a appelé, sa voix électrique d'excitation. Maya, nous l'avons. La conversation dort. Je me suis précipité à son bureau. Monsieur Davis m'a tendu un casque. Les voix familières de ma belle-mère et d'Ethan parvinrent à mes oreilles, limpides. Ils se disputaient, se rejetant la faute l'un sur l'autre. Si tu n'avais pas insisté, si tu ne lui avais pas mis la pression, elle n'aurait jamais donné le bracelet à Jessica. La voix d'Ethan était tranchante. Maintenant, tout notre plan est ruiné. Comment oses-tu me parler sur ce ton, répliqua Carole. Ce plan n'était-il pas aussi pour ton bien? N'était-ce pas parce que tu voulais t'emparer de tous ces biens? J'ai retenu mon souffle. Les aveux avaient commencé. Mais je te l'ai dit, maman, ce bracelet est extrêmement dangereux. Il est fait du jade le plus toxique de la mine de papa. Je t'avais prévenu qu'elle devait le porter longtemps pour que le poison s'infiltre lentement et que personne ne soupçonne rien. Mais tu étais trop impatiente. Maintenant Jessica le porte quelques jours et finit comme ça. Si les médecins trouvent le poison, nous irons tous en prison. Est-ce que tu comprends ça? J'ai plaqué une main sur ma bouche pour étouffer un cri. C'était vrai. Ethan ne savait pas seulement, il était le cerveau, celui qui avait personnellement sélectionné le jade le plus toxique pour mon bracelet. Mon cœur me semblait broyé. Même maintenant, avec leurs crimes exposés, ils ne ressentaient aucun remords. Ils ne se souciaient que de la façon de s'échapper, de la façon de continuer à nuire aux autres. Nous dirons qu'elle a échangé le bracelet. Qu'elle a délibérément essayé de nuire à Jessica pour nous piéger. J'ai arraché le casque, incapable d'en écouter davantage. Leur cruauté et honte dépassaient l'entendement humain. Monsieur Davis a posé une main sur mon épaule. Maya, nous avons des aveux indéniables.
C'est presque fini. Oui. Je l'ai regardé, les yeux maintenant froids et aiguisés. Il est temps de baisser le rideau. Le lendemain matin, je suis entré dans l'hôpital avec Monsieur Davis et Monsieur Vance. Quand nous sommes entrés dans la chambre de Jessica, Ethan, Carol, Harold et même Mark étaient déjà là. Ils nous fixaient, choqués de me voir avec deux inconnus. Je vous ai tous réunis ici aujourd'hui pour une confrontation, ai-je dit calmement. Je veux savoir qui a été assez cruel pour utiliser un bracelet empoisonné pour nuire à Jessica. De quoi parles-tu? Carol feignit l'ignorance. Personne ne lui a fait de mal. C'est ainsi? J'ai eu un sourire froid et j'ai fait signe à Monsieur Davis. Il a ouvert son ordinateur portable et a branché une petite enceinte. L'enregistrement de leur conversation a rempli la pièce silencieuse, chaque mot. Alors que leurs aveux résonnaient, les visages d'Ethan et Carol sont passés du pâle au livide. Carol a poussé un cri et s'est évanouie. Ethan s'est effondré à genoux, la tête dans les mains, tremblant comme une feuille au vent. À ce moment-là, la porte s'est ouverte. Deux policiers en uniforme sont entrés. Bonjour. Nous sommes de la division des enquêtes criminelles. Nous allons avoir besoin que vous nous suiviez tous au poste. La pièce était véritablement terminée. La tempête est passée, laissant la famille en ruine totale. Avec les preuves irréfutables, ils ont reçu les peines qu'ils méritaient. Ethan, en tant que cerveau, a reçu la peine la plus lourde. Ses parents ont également été tenus pénalement responsables en tant que complices et pour entrave à la justice. L'empire criminel qu'ils avaient bâti sur du jade mortel est finalement tombé en poussière. Ethan et moi avons officiellement divorcé. Je ne lui ai rien demandé, m'éloignant simplement de ce mariage avec ma valise. Après que tout soit fini, j'ai pris du temps pour moi, pour guérir. Et puis j'ai décidé d'utiliser mon histoire pour faire quelque chose de significatif. Avec Monsieur Vance, l'allié qui avait marché avec moi à travers la tempête, j'ai créé une fondation caritative appelée la Green Hope Foundation, Fondation de l'Espoir Vert. Notre fondation offre un soutien juridique et psychologique gratuit aux femmes victimes de violences domestiques et de fraude matrimoniale, les aidant à trouver la force de se protéger. Je ne suis plus seulement une architecte enterrée sous des plans, j'ai trouvé une nouvelle mission, un nouveau but dans la vie. Un après-midi, alors que je travaillais au bureau de la fondation, j'ai reçu un grand bouquet de fleurs. Il n'y avait pas de nom d'expéditeur, juste une petite carte avec ces mots, « Merci de m'avoir montré la lumière de la justice. Je vous souhaite la paix. » Je savais que cela venait de Monsieur Vance. Ayant accompli la mission de sa vie, il avait lui aussi trouvé sa propre paix. J'ai posé le bouquet sur mon bureau et j'ai souri. La vie est étrange. La douleur et la haine avaient relié des inconnus, puis le pardon et le désir de faire le bien les avaient aidés à trouver la libération. J'ai regardé par la fenêtre. Le soleil de l'après-midi jetait une lueur dorée et chaleureuse sur la ville. La tempête était vraiment passée. Je n'étais plus la pitoyable victime dans l'histoire de quelqu'un d'autre. J'avais écrit une nouvelle histoire pour moi-même, une histoire où je n'étais pas une princesse attendant un prince, mais une reine qui bâtissait son propre royaume. Un royaume d'espoir, de bonté et d'un avenir radieux qui s'ouvrait grand devant moi.